Imagine un instant tout ce que tu connais. Les planètes, les étoiles, les galaxies, le temps qui passe, la lumière qui voyage, la matière, bref, tout ça. Imagine qu'en réalité ce soit contenu dans un endroit minuscule. Un endroit fermé, compressé. Un endroit d'où rien ne peut sortir. Et si notre univers entier était en réalité à l'intérieur d'un trou noir? C'est une idée qui paraît complètement folle, mais c'est une vraie hypothèse scientifique. Une piste sérieuse, discutée, explorée. Et tu vas voir que plus on regarde, et plus les indices s'alignent. On va donc explorer cette théorie dans les moindres détails. On va voir pourquoi notre univers tout entier pourrait bien être à l'intérieur d'un trou noir. Notre planète insignifiante, si bleue dans cet espace sombre qui nous paraît immense, serait donc là, emprisonnée en réalité dans un trou noir. Mais alors, qu'est-ce qu'il y aurait au-delà? Comment est-ce que c'est possible que notre univers soit dans un trou noir? Et qu'est-ce qu'il y a dans les trous noirs qu'on trouve dans notre univers à nous? Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo hyper fascinante. On va encore parler des trous noirs, mais cette fois d'une théorie que j'aime beaucoup, qui parle du fait que notre univers pourrait être dans un trou noir. Juste avant qu'on commence, j'aimerais savoir ce que vous faites comme métier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce qu'il y en a qui sont professeurs qui regardent mes vidéos et peut-être vous montrez mes vidéos à vos élèves? Je sais que c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu des messages comme ça. Ou est-ce que vous faites un métier qui n'a rien du tout de scientifique, mais juste que vous aimez bien l'astronomie comme ça? Et ce que je vais vous dire là maintenant s'adresse à tous ceux qui regardent cette vidéo. Sachez que toutes mes vidéos sont disponibles en avant-première un jour avant leur sortie officielle sur mon podcast Mystère Étoile sur Spotify. Ça vous permet d'avoir encore plus de vidéos, surtout que vous avez 3 vidéos par semaine là-bas. Merci à tous ceux qui m'aideront à me développer sur Spotify, c'est vraiment mon objectif là en ce moment. Donc là j'ai très hâte de lire vos commentaires sur Spotify pour voir si vous y êtes vraiment allés. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre soutien et merci surtout aux membres de la chaîne qui sont toujours de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, spéciale dédicace aujourd'hui à Carmine, hier, qui a rejoint la chaîne, merci beaucoup. Pour ceux qui connaissent pas le principe, en fait vous pouvez devenir membre de la chaîne et bénéficier d'avantages exclusifs sur cette chaîne. Donc ça vous permet de voir les vidéos en avant-première une semaine avant leur sortie, parfois plus, mais aussi d'être mis en avant dans les commentaires ou d'être dédicacé en vidéo comme ici. Bref, il y a plein d'avantages et moi ça m'aide énormément. Pour rejoindre la chaîne, si ça vous intéresse, il y a un QR code ici, sinon il y a les liens en description. Et puis pour le podcast Mystère Étoile, QR code ici et lien en description et en commentaire épinglé aussi. Sur ce, je vous embête pas plus, n'oubliez pas de me dire ce que vous faites dans la vie et on est parti. Avant d'aller plus loin, c'est quoi un trou noir? D'où ça vient? Comment ça se forme? Qu'est-ce qu'on trouve en s'en approchant? Parce que oui, un trou noir, c'est pas juste un aspirateur à matière. C'est un objet complexe, fascinant et surtout extrêmement mystérieux. À l'intérieur, le temps ralentit, la lumière se déforme et tout ce qui s'en approche de trop près disparaît. Mais ce qui se passe au-delà, personne ne le sait vraiment. Pourtant, certains pensent qu'en son cœur, quelque chose naît. Qu'au centre, là où tout semble figé, un nouvel univers pourrait émerger. Parce que finalement, notre propre univers a commencé dans ces conditions très étranges. Un point minuscule, incroyablement dense et inimaginablement chaud. Et depuis ce point, tout s'est mis à grandir. Alors, est-ce qu'un trou noir ne serait pas exactement ça? Une sorte de graine, une sorte d'œuf cosmique. Et si c'était là que naissent les univers? On va donc parler de ça, mais on va parler aussi de ce qu'on sait vraiment du Big Bang et de ce qu'on ignore encore. On va aussi parler de ce qui se passe au tout début, quand tout est encore flou, encore confus, mais déjà là. Et puis on va explorer cette idée vertigineuse. Et si chaque trou noir dans chaque galaxie était une porte? Et si chaque trou noir contenait son propre univers? Un univers qui aurait ses propres lois, son propre temps, sa propre histoire. On parlera des travaux de certains scientifiques qui prennent cette idée très au sérieux. On évoquera les équations, les hypothèses et les modèles qui vont en ce sens. Et si jamais cette théorie-là est vraie, ça changerait tout. Ça changerait notre vision du monde, notre place et de ce qu'il y a autour. Mais alors au fond, qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir, c'est peut-être l'objet le plus extrême de tout l'univers. Il ne brille pas, il n'émet rien, et pourtant, il est là, invisible, tapis dans l'ombre, capable d'engloutir n'importe quoi. Mais un trou noir, ce n'est pas juste un puits sans fond. Ce n'est pas juste un vide qui avale tout. C'est un objet qui existe réellement, avec des propriétés bien précises. Et comprendre ce qu'il est, c'est aussi comprendre pourquoi certains scientifiques pensent que l'univers tout entier pourrait en fait vivre à l'intérieur de l'un d'eux. Alors déjà, comment on fabrique un trou noir? Le plus classique, et celui dont je vous ai parlé le plus je pense, c'est celui qui naît de la mort d'une étoile massive. Cette étoile serait tellement massive que quand elle arrive en fin de vie, elle n'arriverait plus à se maintenir. Elle s'effondrerait alors sur elle-même. La matière se compresse de plus en plus fort, jusqu'à atteindre une densité tellement forte que rien ne peut lui résister. Ce qu'il reste, c'est un cœur ultra compact. Un cœur qui déforme l'espace, ralentit le temps et devient un trou noir. On appelle ça un trou noir stellaire. C'est le plus courant. On pense qu'il y en a des millions rien que dans notre galaxie. Mais ce n'est pas le seul type. Il y a aussi des trous noirs supermassifs. Ceux-là sont incroyablement gros. Ils sont des millions, parfois des milliards de fois plus massifs que le Soleil. On en trouve un au centre de presque toutes les grandes galaxies.
y compris la nôtre. Et pourtant, on ne sait pas vraiment comment ils sont apparus. Peut-être qu'ils ont grossi en avalant des étoiles. Peut-être qu'ils sont là depuis le tout début. Et peut-être qu'ils sont nés en même temps que l'univers. Puis il y a une hypothèse encore plus étrange, les trous noirs primordiaux. Alors ceux-là n'auraient pas été formés par des étoiles. Ils seraient apparus juste après le Big Bang, dans les toutes premières fractions de seconde, quand l'univers était encore en pleine effervescence. Des zones un peu plus denses que les autres se seraient effondrées directement, formant des mini-trous noirs, certains de la taille d'un atome. Aujourd'hui, on n'en a jamais détecté, mais il reste une possibilité. Donc, on a plusieurs types de trous noirs. Mais à quoi ressemblent-ils? Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Eh bien, pour y répondre, il faut plonger au cœur du monstre. Et on commence de loin. Tout autour d'un trou noir, il y a une zone, une frontière. Si tu passes cette limite, tu ne peux plus en sortir. Parce que tu vas comme t'y perdre. Parce que les lois de la physique font que, pour t'échapper, il faudrait aller plus vite que la lumière. Et ça, c'est interdit. On appelle ça le rayon du trou noir. C'est une sorte de pull autour de lui, une sorte de barrière invisible. Et sa taille dépend de sa masse. Ce rayon, on le calcule avec une équation assez simple. Plus un objet est massif, et plus son rayon augmente. Et pour un trou noir, ce rayon porte un nom bien connu, le rayon de Schwarzschild. Mais la surface délimitée par le rayon n'est pas un mur. Tu peux le traverser. C'est juste, une fois à l'intérieur, tu ne reviendras jamais. Et ça, c'est vrai pour les trous noirs qu'on dit simples, ceux qui ne tournent pas, qui ne bougent pas. En physique, on les appelle les trous noirs de Schwarzschild. Ce sont les plus basiques. Mais dans la réalité, presque aucun trou noir n'est comme ça. Parce que, dans l'univers, tout tourne. Et si un trou noir tourne, il se transforme. Il se déforme en fait même légèrement. Et autour de lui, une nouvelle région apparaît. Une zone qu'on appelle l'ergosphère. Dans cette zone, l'espace lui-même est entraîné dans la rotation du trou noir. C'est comme s'il était pris dans un tourbillon. Tu peux encore t'en échapper, mais c'est compliqué. Et ce type de trou noir-là, on l'appelle le trou noir de Kerr. Il a une structure plus complexe et au centre, sa singularité n'est plus un point. C'est un anneau. Une ringularité. Et c'est là que les équations deviennent folles. Le temps, l'espace, la matière, tout semble se casser la figure. Et il y a un dernier niveau. Si, en plus de tourner, un trou noir possède une charge électrique, on passe à un autre modèle encore plus exotique, le trou noir de Kerr-Newman. Là, c'est carrément l'espace entier qui devient un labyrinthe, dans des zones où le temps devient espace, et où l'espace devient temps, et où certaines équations laissent même entrevoir des ponts entre différents endroits de l'univers. C'est ce qu'on appelle les trous de verre. Mais attention, tout ça c'est mathématique, donc on ne sait pas encore si ça existe vraiment dans la nature. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les trous noirs ne sont pas juste des objets vides. Ils ont une structure, ils ont une forme, et ils obéissent à des règles. Mais du coup, on est en droit de se demander, c'est quoi la particularité d'un trou noir? Qu'est-ce qu'il se passe quand on en traverse un? Eh bien, approcher un trou noir, c'est comme s'approcher d'une frontière interdite de l'univers. Tout change. Le temps, la lumière, l'espace lui-même. Rien ne fonctionne comme d'habitude. Plus tu t'en approches, et plus le temps ralentit. Littéralement. En fait, c'est un effet prévu par Einstein. Depuis la relativité générale, la gravité déforme le temps. Près d'un objet massif, les secondes s'étirent. Mais près d'un trou noir, ce n'est pas juste un petit ralentissement, c'est un effondrement total. Pour un observateur extérieur, quelqu'un qui tomberait dans un trou noir semblerait ralentir, devenir de plus en plus lent, jusqu'à s'arrêter, complètement au niveau de l'horizon. Mais de son point de vue à lui, celui qui tombe, le temps continue normalement. Il traverse l'horizon sans rien remarquer de spécial. C'est le paradoxe du point de non-retour. Ce qui est fascinant, c'est que même la lumière n'est plus libre. Autour d'un trou noir, elle est courbée, tordue, déviée. Et si elle passe trop près, elle peut même tourner autour, comme piégée en orbite. On appelle ça la sphère photonique. Et parfois, la lumière peut être tellement déformée qu'un même objet derrière un trou noir peut apparaître, et plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle une micro-lentille gravitationnelle. Le trou noir agit comme une loupe cosmique qui tord les rayons lumineux. Et c'est d'ailleurs un des moyens qu'on utilise pour détecter leur présence, même s'ils sont invisibles directement. Mais il n'y a pas que la lumière. Les trous noirs peuvent aussi produire des ondes. On appelle ça les ondes gravitationnelles. Quand deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre, ils finissent par fusionner. Et cette fusion secoue littéralement l'espace-temps, comme une pierre qu'on jette dans une mare, mais à l'échelle de l'univers. Ces ondulations, on les a détectées pour la première fois en 2015, avec LIGO. C'était une révolution. Ça voudrait dire qu'on pourrait enfin écouter des trous noirs. Mais c'est pas fini. Parce que, aussi étrange que ça puisse paraître,
un trou noir peut émettre quelque chose. Pas une lumière, pas des particules normales, mais un rayonnement très spécial. C'est ce qu'a découvert Stephen Hawking. D'après lui, les trous noirs émettraient un rayonnement très faible, qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Et ce n'est pas une lumière qu'on verrait avec nos yeux. C'est un phénomène quantique, né du vide, au bord de l'horizon. En fait, des paires de particules apparaissent, et parfois, l'une des deux particules tombe dans le trou noir, pendant que l'autre s'échappe. Résultat, le trou noir perd un peu d'énergie. Il s'évapore. Mais il s'évapore très lentement. Trop lentement pour qu'on puisse le voir dans les trous noirs qu'on connaît. Mais théoriquement, un trou noir pourrait finir par disparaître complètement. Et ça, c'est incroyable. Mais ça nous pose une question aussi, c'est que reste-t-il après? Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'intérieur d'un trou noir? Parce que ce qui est vraiment troublant, c'est la différence entre ce que l'on voit de l'extérieur et ce qu'il se passe à l'intérieur. Dehors, le temps semble figé à l'horizon. Dedans, c'est une chute sans retour, vers une singularité où les lois de la physique s'effondrent. On n'a aucun moyen d'aller vérifier ce qu'il s'y passe, aucune observation possible. C'est une frontière d'ignorance. Mais c'est aussi ce qui en fait un laboratoire ouvert dans l'espace, un endroit où relativité et mécanique quantique se confrontent. Mais comme on l'a vu, le trou noir est une région, une zone d'où rien ne peut sortir, un cœur compact, une expansion à sens unique. Et ça te rappelle quelque chose? Parce que l'univers lui-même possède des similarités. Donc, on va remonter jusqu'au tout début de l'univers, le Big Bang. Aujourd'hui, le scénario le plus accepté pour expliquer la naissance de notre univers, c'est le modèle du Big Bang. Mais le terme Big Bang, il est un peu trompeur. Il donne l'image d'une grosse explosion, comme si une bombe cosmique avait éclaté dans un coin du vide. Mais c'est pas vraiment ça. Le Big Bang, en fait, ce n'est pas une explosion dans l'espace. C'est une expansion de l'espace. L'espace-temps lui-même, celui qui relie les points, s'est mis à s'étirer partout à la fois. Pas depuis un centre, parce qu'il n'a pas de centre. Au tout début, l'univers était incroyablement chaud, dense et homogène. Une sorte de bouillie énergétique extrême. Et tous les constituants fondamentaux de la matière étaient là, mais à l'état libre, confondus, dans une soupe ultra compacte. C'est cette phase initiale que le modèle du Big Bang décrit. Ce n'est pas une théorie sortie de nulle part. Elle s'appuie sur plusieurs observations solides. D'abord, on observe que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et plus elles sont loin, plus elles vont vite. C'est l'effet de l'expansion de l'univers, découvert par Hubble dans les années 1920. C'est comme si l'espace entre elles s'étirait, et non comme si elles voyageaient à travers un espace fixe. Ensuite, il y a le rayonnement fossile, un fond de micro-ondes presque parfaitement uniforme, qu'on capte dans toutes les directions. C'est le fond diffus cosmologique, ou CMB, et il correspond à la première lumière émise quand l'univers est devenu transparent, soit 380 000 ans après le Big Bang, après le début. Avant ça, les photons étaient sans cesse absorbés et réémis par la matière. L'univers était opaque. Et il y a aussi la composition chimique de l'univers. La proportion d'hydrogène, d'hélium et de lithium léger observée aujourd'hui correspond parfaitement au calcul issu du modèle du Big Bang. Cette nucléosynthèse primordiale est au cœur des piliers du scénario. Mais revenons au tout début, à ce qu'on appelle la singularité initiale. Une zone de densité initiale où les lois de la physique, telles qu'on les connaît, cessent de fonctionner. En réalité, cette singularité, c'est plus une limite de nos modèles qu'un objet réel. C'est là qu'intervient une idée fondamentale, l'inflation cosmique. Une phase d'expansion ultra rapide qui se serait produite une fraction de seconde après le Big Bang. Pendant cette inflation, l'univers aurait grossi d'un facteur gigantesque en un temps ridiculement court. Alors pourquoi cette idée? Eh bien, parce qu'elle permet de résoudre plusieurs problèmes que le Big Bang seul ne peut pas expliquer. Comme par exemple le problème de l'horizon, alors que des régions opposées du ciel n'ont jamais pu interagir à la vitesse de la lumière. Eh bien l'inflation les aurait justement mises en contact avant de les étirer très loin. On a aussi le problème de platitude. Pourquoi l'univers semble si plat, si parfaitement équilibré entre expansion et gravité? Eh bien l'inflation aurait lissé la géométrie de l'espace, comme on tend une feuille froissée. Et puis, il y a aussi le problème des défauts topologiques. Certaines versions du Big Bang prédisent des anomalies qu'on n'a jamais observées, comme par exemple des monopoles magnétiques. L'inflation aurait en fait dilué ces défauts au point qu'ils deviennent indétectables. Cette inflation serait causée par un champ scalaire hypothétique, appelé le champ inflaton, un champ de type quantique dont le potentiel aurait dominé l'énergie de l'univers pendant un court instant. Ce champ se serait ensuite relâché dans une phase qu'on appelle le réchauffement. Et c'est là que l'univers aurait été rempli de particules, de chaleur et de lumière.
et donc le début de la matière telle qu'on la connaît. Puis l'univers continue de s'étendre et de se refroidir. Les quarks se forment des protons et des neutrons, et les neutrons s'assemblent avec des protons pour former des noyaux. Les électrons sont ensuite capturés et les premiers atomes apparaissent. À ce moment-là, l'univers devient transparent, et la lumière peut circuler librement. Cette lumière, c'est celle du fond diffus cosmologique qu'on observe aujourd'hui, plus de 13 milliards d'années plus tard. Mais ça, c'est que le début. L'univers continue son expansion. Les premières étoiles s'allument, les premières galaxies se forment, et petit à petit, la structure cosmique actuelle prend forme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au lieu de ralentir sous l'effet de la gravité, l'expansion de l'univers s'accélère. Puis, quelques milliards d'années plus tard, quelque chose tire l'espace vers l'extérieur, de plus en plus vite. On appelle ça l'énergie noire. On ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est peut-être une constante cosmologique, une forme d'énergie du vide, ou quelque chose de complètement différent. Mais on sait qu'elle représente environ 70% du contenu énergétique total de l'univers. Mais maintenant, si on veut remonter plus loin, avant l'inflation, avant le Big Bang, eh bien on se heurte à un mur, le mur de Planck. Environ 10 puissance moins 43 secondes après le début supposé. C'est la limite où nos théories ne sont plus fiables, où la mécanique quantique et la relativité générale se contredisent totalement. À cette échelle, il nous faudrait une théorie quantique de la gravité, mais on l'a pas encore. Peut-être que la gravité devient elle aussi quantique, ou peut-être qu'il existe des boucles d'espace-temps, comme la gravitation quantique à boucle, ou alors des cordes vibrantes dans la théorie des cordes. Mais rien de tout ça n'est confirmé expérimentalement. Alors, on se demande, qu'y avait-il avant le Big Bang? Peut-être rien. Peut-être que le temps lui-même commence avec le Big Bang. Mais peut-être aussi que ce n'est qu'un rebond. Certains modèles proposent un univers cyclique. Un univers qui passe par des phases d'expansion et de contraction successives. Ou alors un univers ekpyrotique, issu d'une collision entre deux brânes dans un espace à dimensions multiples. On peut aussi évoquer les unités de Planck, des unités naturelles définies à partir des constantes fondamentales. Donc on a la longueur de Planck, le temps de Planck et la masse de Planck. Elles définissent l'échelle où la gravitation devient quantique, et où notre physique actuelle cesse d'avoir du sens. Bref, le modèle du Big Bang fonctionne donc très bien dans une large plage d'échelle. Il prédit des choses qu'on observe vraiment, mais il reste incomplet. Il y a des zones d'ombre, des limites profondes, et surtout, il ne dit rien sur la cause initiale. Pourquoi l'univers est là? Pourquoi il obéit à ses lois et pas d'autres? Pourquoi il contient de la matière et du temps? Et c'est sans doute là que se trouve la plus grande énigme. Pas dans les équations, mais dans ce que ces équations ne peuvent pas encore nous dire. Bon, ok, c'est bien tout ça, mais du coup, et si au fond, on se posait la question la plus vertigineuse? Et si l'univers était lui-même né dans un trou noir? Alors l'idée elle peut paraître délirante, mais en fait elle repose sur des observations très sérieuses. Parce que quand on y pense, au centre de chaque trou noir, on retrouve une singularité. Un point de densité infinie où le temps et l'espace, tels qu'on les connaît, cessent d'exister. Un point où nos équations perdent leur sens. Mais on peut faire une analogie frappante entre deux types de singularités. Celle du Big Bang, un point d'origine où l'espace-temps semble compressé à l'extrême, puis celle d'un trou noir qui se forme quand une étoile s'effondre sur elle-même au-delà d'un certain seuil. Dans les deux cas, on parle de régions, où la densité, la température et la courbure de l'espace-temps deviennent infinies. Des zones où les lois de la physique classique cessent de fonctionner, où notre compréhension actuelle touche ses limites. Et ce n'est pas juste une ressemblance poétique. Mathématiquement, les équations de la relativité générale permettent de décrire ces deux types de singularités avec des structures étonnamment similaires. Parce que dans le cas du trou noir, la singularité est entourée par un horizon des événements, une frontière au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper. Et si on prend un peu plus de recul, une idée émerge. Et si chaque trou noir, au lieu d'être une impasse, était en réalité une porte, une sorte de passage vers un nouvel univers, un espace-temps qui se créerait à l'intérieur du trou noir, mais inaccessible à l'extérieur. C'est ce que propose une théorie appelée Black Hole Cosmology. Dans cette idée, notre univers tout entier pourrait être né à l'intérieur d'un trou noir, formé dans un univers plus ancien. Le Big Bang qu'on observe serait alors l'instant où ce nouvel espace-temps commence à s'expandre, depuis l'intérieur de l'horizon. Vu de l'extérieur, tout s'effondre dans une étoile morte. Mais vu de l'intérieur, c'est une explosion, une naissance, une expansion. En d'autres termes, et si ce genre de singularité, au lieu d'être une impasse, était en fait un passage vers un autre univers, un univers bébé, né d'un Big Bang qui aurait eu lieu à l'intérieur du trou noir.
Un univers enfant qui grandit sans jamais pouvoir communiquer avec l'univers parent. Et c'est l'idée d'univers enfant. Et l'un de ceux qui avait développé cette idée de façon la plus aboutie, c'est le physicien théoricien Lee Smolin. Dans son livre The Life of the Cosmos, Smolin propose une vision assez révolutionnaire. Appliquer le principe de sélection naturelle à l'échelle de l'univers. Oui, exactement comme pour les espèces vivantes sur Terre. Son hypothèse s'appelle la cosmologie évolutive, ou la théorie de l'univers fécond. L'idée est la suivante. Chaque trou noir formerait un nouvel univers à l'intérieur de lui. Mais cet univers ne serait pas une simple copie de son univers parent. Il aurait des lois légèrement différentes. Des constantes physiques comme la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle ou la masse du proton légèrement modifiées. Comme si chaque univers pouvait muter, un peu comme le code génétique d'un être vivant. Et voilà que les univers se multiplient, se diversifient. Mais certains d'entre eux, avec certaines constantes, sont plus féconds que d'autres. Ils forment alors plus de trous noirs. Et donc statistiquement, donnent naissance à plus d'univers enfants. Et ceux-là deviennent dominants dans ce multivers darwinien. Et c'est là où ça devient très intriguant. C'est que pour former beaucoup de trous noirs, il faudrait beaucoup d'étoiles massives. Et pour former ces étoiles, il faut un univers avec une chimie complexe, une abondance de carbone, d'oxygène et de structure. Autrement dit, un univers comme le nôtre. Donc, sans chercher à expliquer directement pourquoi l'univers permet la vie, la théorie de Smolin dit que les univers comme le nôtre sont simplement les plus féconds, et que donc ils sont naturellement favorisés par l'évolution cosmique. On retrouve un lien indirect avec le principe anthropique fort. Si l'univers est tel qu'il est, c'est parce que les seuls univers compatibles avec la vie, ou du moins avec une forte fécondité en trou noir, finissent par dominer. C'est un peu comme les poupées russes. Chaque poupée en contient une autre à l'intérieur. Mais à chaque fois, la nouvelle poupée a une couleur ou une forme légèrement différente. Les lois de la physique changent un peu, mais dans certains cas, elles restent compatibles avec la formation de structures complexes. Et dans les cas les plus favorables, la chaîne continue. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Certains critiquent et disent que la théorie n'est pas scientifique, au sens strict. Et ce, parce qu'on ne peut pas la tester. On ne peut pas observer d'autres univers. Et on ne peut pas voir ce qu'il se passe à l'intérieur d'un trou noir. Mais Smolin répond que cette théorie fait des prédictions. Par exemple, notre univers devrait contenir le plus de trous noirs possible. Et donc, si un jour on découvre que notre univers est très mauvais pour produire des trous noirs, alors sa théorie sera réfutée. En plus de ça, Smolin essaie de résoudre un problème très profond. En physique, il y a deux situations où nos lois actuelles ne fonctionnent plus du tout. Ce sont les points aveugles de la physique. D'un côté le Big Bang et de l'autre l'intérieur des trous noirs. Deux endroits où tout devient infini, incohérent. Et Smolin propose de raccorder ces deux points aveugles entre eux. Et de dire que ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir, c'est un nouveau Big Bang. Et donc, un nouvel univers. Au lieu d'avoir une singularité infinie, il imagine une transition. Une connexion d'un espace-temps à un autre. De l'extérieur, on voit un trou noir, de l'intérieur, on voit un Big Bang, et au début, on voit une naissance. Et ce processus, basé sur des lois simples mais encore inconnues, sans doute des lois de la gravité quantique, suffirait à engendrer une véritable évolution cosmique, avec une sélection naturelle des univers les plus reproductifs. Et la vie alors, dans tout ça? Eh bien, elle ne serait pas le but, mais plutôt une conséquence, un sous-produit de la fécondité cosmique. Pour avoir beaucoup de trous noirs, il faut beaucoup d'étoiles. Et pour avoir beaucoup d'étoiles, il faut beaucoup de chimie. Et pour avoir beaucoup de chimie, il faut de la complexité. Et pour avoir de la complexité, il faut les conditions propices à l'émergence de la vie. Nous serions donc la cerise sur le gâteau de cette sélection cosmique. Alors, est-ce que notre univers est lui-même un univers enfant? Est-ce qu'il est né à l'intérieur d'un trou noir d'un autre univers? Est-ce que ce que nous appelons le Big Bang est en fait le point de vue intérieur d'un horizon des événements? Eh bien, c'est une hypothèse fascinante. Mais ce qui est intriguant, c'est ce que nous voyons dans notre ciel. Eh bien, ça pourrait ressembler exactement à ça. Prenons par exemple le fond diffus cosmologique, le CMB. La lumière fossile, cette lueur orange pâle, uniforme, qui nous parvient de toutes les directions. C'est la plus vieille lumière de l'univers, celle qui date de 380 000 ans après le Big Bang. Et elle remplit tout l'espace. Elle ressemble à un brouillard thermique, visible aujourd'hui dans les micro-ondes. C'est elle qui marque la frontière visible de notre univers, notre horizon. Et si cet horizon, c'était la limite interne de notre trou noir? Et si la flèche du temps, cette sensation d'un temps qui s'écoule dans un seul sens, venait du fait que nous sommes à l'intérieur d'un espace-temps en expansion, issu d'un point central. Un espace-temps qui s'étire depuis un ailleurs inaccessible, au-delà de notre propre horizon. Dans un univers enfermé, comme un univers enfant, la notion de temps pourrait être définie uniquement à l'intérieur, sans référence à un extérieur. Le temps existerait, mais de manière locale, émergente,
liée à l'évolution de l'espace et de la matière. Et cette flèche du temps que l'on perçoit depuis la Terre serait donc le reflet d'un passé qui, en fait, serait un autre espace-temps. Et c'est une idée incroyable, mais qui offre une perspective nouvelle sur l'origine de notre univers, et sur notre place dans ce vaste réseau d'univers potentiels. Un univers qui, peut-être, n'est qu'un enfant parmi d'autres, né d'un trou noir, et destiné, lui aussi, à enfanter d'autres mondes, et ainsi de suite. Bon, soyons très clairs dès le début. Toute cette histoire d'univers qui naissent à l'intérieur de trous noirs, c'est encore du domaine des spéculations. Des idées audacieuses, fascinantes, mais pas encore confirmées. Et pourtant, elles s'appuient sur des tentatives très sérieuses pour résoudre les plus gros problèmes de la physique moderne. Faire cohabiter les deux piliers qui soutiennent tout notre édifice scientifique, mais qui pour l'instant ne veulent pas se serrer la main. D'un côté, on a la relativité générale, la grande théorie d'Einstein, celle qui a complètement changé notre façon de comprendre la gravité. Avant, on pensait que la gravité était une force, un peu comme un aimant entre les objets massifs. Mais Einstein, lui, est arrivé avec une idée complètement différente. Et si la gravité n'était pas une force, mais simplement une conséquence de la courbure de l'espace-temps. Tu poses un objet massif dans l'espace, il déforme la géométrie autour de lui. Et donc tous les autres objets, au lieu d'être attirés comme par magie, suivent simplement les lignes de cette géométrie courbée. C'est une sorte de trampoline cosmique. Tu poses un poulet de canon dessus et toutes les petites billes roulent vers lui, parce que le tissu est courbé. Voilà comment la relativité générale décrit l'univers. Et cette vision, elle marche super bien. Elle explique les orbites des planètes, les trajectoires des satellites, les lentilles gravitationnelles, la dilatation du temps et même les ondes gravitationnelles. C'est une théorie d'une élégance folle, d'une puissance incroyable. Mais elle a un talon d'Achille, les singularités. À cause d'elle, les équations explosent, comme le centre d'un trou noir, ou le moment zéro du Big Bang. Là, la relativité perd pied. Elle dit juste « je sais pas ». Et j'ai plus les outils pour expliquer ce qui se passe. Et c'est là qu'entre en jeu la mécanique quantique. L'autre grande théorie, celle qui s'occupe de l'infiniment petit. Donc des atomes, des particules, des champs, des interactions fondamentales. C'est une physique complètement différente. Elle est probabiliste, floue, bizarre, contre-intuitive. Elle dit qu'une particule peut être à deux endroits à la fois, qu'un électron peut traverser un mur sans raison, et que le vide lui-même est plein d'énergie. Et surtout, elle est extraordinairement précise. À chaque fois qu'on a voulu tester la mécanique quantique, elle a eu raison, à 12 décimales près. Et voilà le problème. La mécanique quantique ne peut pas gérer la gravité, et la relativité ne sait pas gérer le quantique. Elles vivent dans deux mondes séparés, et dès qu'on essaie de les faire cohabiter, ça tourne au désastre mathématique. Les équations deviennent incohérentes, les infinis apparaissent partout, et rien ne marche. Et ça, c'est un gros souci, parce qu'il existe des endroits dans l'univers où les deux effets relativistes et quantiques sont combinés, et donc indispensables. Et vous les connaissez parce qu'on n'a fait que d'en parler. Ce sont le centre des trous noirs et les premières fractions de seconde après le Big Bang. C'est précisément là que des théories, comme celle de Nicodème Pawlowski, entrent en jeu. Lui, il propose une piste pour concilier les deux mondes. Et ça passe par un concept un peu oublié de la relativité, la torsion. Dans la version classique d'Einstein, l'espace peut se courber, mais il ne peut pas se tordre. C'est un peu comme une feuille qu'on peut plier, mais qu'on ne peut pas vriller. Mais dans une version généralisée qu'on appelle la gravité d'Einstein-Cartan, l'espace-temps peut aussi subir une torsion. Et cette torsion, selon Pawlowski, n'est pas juste une curiosité mathématique. Elle a des effets physiques très concrets, surtout à des densités extrêmes, comme à l'intérieur des trous noirs, ou pendant les tout premiers instants de l'univers. Pawlowski affirme que cette torsion agit comme une force répulsive. Elle n'apparaît que dans des conditions extrêmes, quand la densité de la matière devient gigantesque. Elle a un effet décisif sur les particules comme les fermions, c'est-à-dire les constituants de la matière, électrons, quarks, neutrons. Au lieu de se concentrer jusqu'à un point de densité infinie, comme le voudrait la relativité générale, la torsion empêcherait la matière de s'effondrer totalement. Elle donnerait aux fermions une sorte d'extension spatiale. Et ça change tout. Parce que ça veut dire qu'au lieu de former une singularité, la matière atteindrait une densité énorme, mais finie, et rebondirait. Selon lui, la matière qui s'effondre au-delà de l'horizon d'un trou noir n'atteint jamais l'infini. Elle est freinée par la torsion. Elle s'arrête à une densité critique. Puis, elle explose, rebondit et forme un pont d'Einstein-Rosen, c'est-à-dire un trou de verre qui débouche sur un nouvel univers en expansion. Alors l'image est incroyable. Un trou noir d'un côté et un trou blanc de l'autre. Et entre les deux, un pont qui connecte les deux régions de l'espace-temps. Et ce trou blanc, ce serait le Big Bang de ce nouvel univers. Un Big Bang qui n'est donc pas un commencement absolu, mais une sorte de transformation, un passage, un rebond. Ce que Pawlowski appelle
le Big Bang. Et ce n'est pas juste une idée visuelle, il va plus loin. Il explique que la torsion pourrait résoudre une série de problèmes majeurs en cosmologie. D'abord, elle pourrait être la cause de l'inflation cosmique, donc cette expansion ultra rapide de l'univers dans cette toute première fraction de seconde dont on a parlé au début. Un phénomène qu'on observe indirectement, mais dont on ne connaît pas encore vraiment l'origine. La répulsion générée par la torsion dans ce modèle pourrait très bien déclencher cette inflation, en projetant violemment l'espace-temps vers l'extérieur. Ensuite, cette idée pourrait expliquer pourquoi l'univers, à très grande échelle, est aussi homogène et isotrope. Pourquoi même, à des milliards d'années-lumière, les propriétés de l'univers sont à peu près les mêmes partout. Dans ce scénario, c'est parce que tout l'univers provient d'une région ultra compacte, à l'intérieur du trou noir, ce qui garantit une forme initiale très bien définie. Pawlowski avance même que la torsion pourrait résoudre le fameux paradoxe de l'information des trous noirs. Et ce problème vient du fait que, dans le modèle classique, toute information qui entre dans un trou noir est perdue à jamais, ce qui va à l'encontre des principes de la mécanique quantique. Mais si un trou noir donne naissance à un univers fils, alors l'information n'est pas détruite, elle est transmise de l'autre côté. Elle est alors préservée dans l'univers né du rebond. Et c'est pas fini. Il pense aussi que cette dynamique pourrait expliquer l'asymétrie entre la matière et antimatière dans l'univers. Aujourd'hui, on observe beaucoup plus de matière que d'antimatière, alors qu'on s'attendrait à ce que les deux aient été produites en quantités égales lors du Big Bang. La torsion, en influençant les interactions fondamentales à très haute densité, pourrait favoriser cette dissymétrie dès l'origine. Il va même jusqu'à suggérer que la rotation du trou noir d'origine, ce qu'on appelle son moment angulaire, pourrait influencer l'orientation de l'espace-temps dans l'univers fils. Autrement dit, notre propre univers pourrait porter la marque directionnelle d'un trou noir parent en rotation. Et Pawlowski avance une idée audacieuse. Les fluctuations qu'on observe dans le fond diffus cosmologique, ce rayonnement fossile qui nous vient des débuts de l'univers, pourrait contenir la signature de ce passage, une sorte d'empreinte laissée par le trou noir d'origine. Alors évidemment, toutes ces idées sont encore très spéculatives, mais par contre très prometteuses. Elles sont mathématiquement cohérentes et elles reposent sur des extensions crédibles de la relativité générale. Et surtout, elles offrent une version unifiée de plusieurs problèmes fondamentaux. Le tout sans inventer de nouvelles particules, sans dimension supplémentaire et sans magie. Juste en ajoutant un ingrédient oublié, la torsion. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas encore tester cette théorie de manière directe. Parce que par définition, un univers qui naît à l'intérieur d'un trou noir est causalement déconnecté d'une autre. Donc, on ne peut pas regarder au travers. Ce qui sort de l'horizon d'un trou blanc ne revient jamais. Donc pour l'instant, c'est une idée élégante, prometteuse, mais inaccessible expérimentalement. Elle reste au bord du domaine scientifique, entre la physique théorique et la philosophie de la nature. Mais si un jour on parvient à détecter une anomalie dans le fond diffus cosmologique, une direction privilégiée ou une dissymétrie inattendue, ou alors une trace du Big Bang au lieu d'un Big Bang, alors peut-être qu'on commencera à entrevoir vraiment ce qu'il se passe de l'autre côté du miroir noir. Mais si on va jusqu'au bout de cette idée et qu'on pousse le concept à fond, eh bien on arrive à une question qui fout un peu le vertige. Et si on était vraiment dans un trou noir? Pas une image, pas une métaphore, mais littéralement à l'intérieur d'un trou noir formé dans un autre univers. C'est une possibilité sérieusement envisagée. Si jamais c'est vraiment le cas, eh bien ça change tout. Déjà, ça change complètement notre perception de ce qu'est l'univers. On a souvent tendance à imaginer l'univers comme une sorte de bulle, ou un espace géant qui flotte dans quelque chose d'encore plus grand. Mais ce n'est pas du tout comme ça que les équations de la relativité générale décrivent les choses. Dans ce cadre, l'univers n'a pas de bord comme une feuille de papier ou une pièce. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontière physique contre laquelle on pourrait se cogner. Soit l'univers est infini, soit il est fini, mais sans bord. Un peu comme la surface d'une sphère, mais en version tridimensionnelle. Un espace courbé qui se referme sur lui-même. C'est étrange, contre-intuitif, mais c'est ce que la géométrie de l'espace-temps nous raconte. Alors, imagine qu'au lieu d'être un univers né d'un Big Bang spontané, on soit en fait le produit d'un processus gravitationnel dans un autre monde. Une étoile supermassive s'effondre, forme un trou noir, mais au lieu de s'écraser dans une singularité infinie, la matière atteint une densité colossale, puis rebondit, et forme un nouvel espace-temps de l'autre côté. Un espace-temps fermé en expansion avec ses propres lois physiques, ses propres constantes fondamentales, et peut-être ses propres dimensions. Et cet espace-temps, ce serait le nôtre. On serait ici. On ne verrait jamais l'extérieur et on ne pourrait jamais en sortir. Mais ce qu'on perçoit comme notre univers tout entier serait contenu dans ce trou noir. Et ça ne s'arrête pas là, parce que cette hypothèse ouvre une porte vertigineuse
sur ce qui pourrait être les autres trous noirs. Si le nôtre a été engendré par un effondrement gravitationnel, pourquoi ce ne serait pas le cas des autres? Peut-être que chaque trou noir dans notre univers engendre, à son tour, un univers distinct. À chaque effondrement, un nouvel espace-temps se forme. Une nouvelle réalité prend vie, inaccessible depuis la nôtre, mais réelle quand même. Un peu comme si chaque trou noir était en fait une graine d'univers, un œuf cosmique contenant un bébé univers. Et là, on touche à une idée encore plus incroyable, celle d'un cosmos fractal, un univers d'univers. Un univers engendrant un autre où chaque branche donne naissance à d'autres branches, à l'infini. Un peu comme les motifs qu'on retrouve dans une fractale, ces objets mathématiques qui se répètent à toutes les échelles. Chaque trou noir serait alors un zoom, un nouveau niveau, un nouvel univers. Et dans chacun de ces univers, des étoiles, des trous noirs, et donc potentiellement encore d'autres univers. Une structure infinie, autoréplicante, sans commencement, ni fin. Un cosmos fractal. C'est une idée fascinante, mais totalement déconcertante. Parce qu'elle nous oblige à redéfinir ce qu'on entend par réalité. Si chaque univers est isolé des autres par des horizons d'événements infranchissables, alors chacun devient sa propre totalité. Ce qu'on perçoit comme tout ne serait en fait qu'un fragment. Une chambre parmi des milliards d'autres, dans une immense cathédrale cosmique. Et pourtant, c'est peut-être la seule manière de concilier certaines des questions les plus profondes qu'on se pose en physique. Pourquoi les constantes de la nature ont-elles des valeurs qu'elles ont? Pourquoi notre univers semble-t-il si finement réglé pour permettre la vie? Pourquoi la flèche du temps existe-t-elle? Pourquoi la matière domine-t-elle l'antimatière? Toutes ces questions trouvent potentiellement des réponses dans ce modèle où les trous noirs jouent le rôle de matrice cosmique, où chaque univers est le résultat d'un processus gravitationnel dans un autre, où l'évolution de l'espace-temps suit une sorte de logique darwinienne cosmique. Alors, est-ce qu'on est dans un trou noir? Peut-être. Est-ce qu'on pourra jamais le vérifier? Peut-être pas. Mais ce que cette idée a de génial, c'est qu'elle nous force à penser plus grand. Et elle nous rappelle que ce qu'on appelle l'univers pourrait n'être qu'un pixel sur l'écran de quelque chose encore plus vaste. Et que ce pixel, malgré son isolement apparent, pourrait bien faire partie d'un tableau bien plus grand, infiniment plus complexe et infiniment plus beau. Donc au final, peut-être que notre univers est né à l'intérieur d'un trou noir. Peut-être que chaque trou noir en engendre un autre à nouveau. Et peut-être que le cosmos est une gigantesque fractale d'univers imbriqué. Si jamais les trous noirs vous intéressent et que c'est quelque chose qui vous parle beaucoup et que vous aimez, comme moi, eh bien je vous mets une vidéo qui a fait 1 million de vues sur les trous noirs, pour ça merci infiniment. Vous l'avez adoré, c'est une vidéo en collaboration avec l'Agence spatiale européenne en plus. Et sinon je vous mets une playlist ici que vous pouvez lancer si vous savez pas trop quoi regarder et vous avez juste à vous poser devant et à vous laisser bercer. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était Zebrolos, à plus tard.